lequel on va parler des solutions en phytothérapie pour certains des troubles dits métaboliques. Donc les troubles métaboliques, eh bien, ce sont des troubles qui mettent en jeu le métabolisme à la fois des graisses, des lipides, mais aussi des glucides, des sucres, plus rarement des protéines. Et donc on a plusieurs types de maladies, notamment 3, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie, donc cholestérol et triglycérides étant des graisses produites par le foie, et également le diabète. Donc je vous proposerai mes solutions en phytothérapie juste après. Avant cela, une petite introduction sur ce qu'est la phytothérapie et comment utiliser les plantes. Donc la phytothérapie, c'est tout simplement l'art de se soigner grâce aux plantes, les plantes médicinales. Donc on utilise les plantes depuis que le monde est monde, hein, c'est la médecine du monde depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'avec les avancées de la science, et bien justement, les recherches médicales, les recherches scientifiques, montrent et prouvent l'efficacité thérapeutique des plantes dont on avait un usage traditionnel, écrit dans des livres et qui était transmis de façon orale de génération en génération, qui s'est malheureusement un petit peu perdu avec l'essor de l'industrie pharmaceutique. Et bien aujourd'hui, il y a aussi un retour au naturel. Les gens cherchent de plus en plus aussi à faire un peu de prévention, puisqu'on sait aujourd'hui que le tout médicament, il a ses limites et que n'avoir une approche que curative de la santé, ne soigner que des symptômes, le symptôme étant toujours une conséquence et jamais une cause, et bien cela, ça a ses limites, puisque souvent, on va chroniciser le trouble et c'est dommage en fait. Parce que ça aboutit notamment à des médications et souvent même des polymédications. Donc les gens vont être amenés à prendre plusieurs médicaments et ce, tous les jours, tout le temps, sans jamais avoir à faire de pause. Et plus on va avancer en âge, plus malheureusement il y a de chances que l'on soit médiqué et à la clé parfois des effets secondaires qui sont plus ou moins désagréables à vivre et parfois même une perte de qualité de vie au quotidien puisqu'on va être gêné dans ses mouvements, avoir des douleurs, des troubles digestifs, etc. Donc en phytothérapie, ce qui est bien, c'est qu'on peut agir en prévention, on peut également agir en curatif en première intention, quand le trouble n'est pas forcément très grave et qu'on peut au départ se donner les moyens d'agir juste avec des approches naturelles avant d'avoir recours aux médicaments. Et puis on peut aussi venir avec la phytothérapie agir en accompagnement de ces médications justement quand on n'a pas le choix, il faut qu'elles soient ici. Donc avec la phytothérapie, on va avoir plusieurs galéniques, donc diverses formes de présentation des plantes médicinales. On va avoir la tisane dont je vais vous parler, mais vous pouvez également trouver les plantes en gélules, en ampoule, en teinture mère, en extrait de plantes fraîches, en extrait de plantes phytostandardisées, les EPS qu'on trouve en pharmacie. Et il y a aussi les huiles essentielles, il y a les hydrolats et il y a les poudres. Moi aujourd'hui, je ne vais vous parler que de la tisane puisque c'est un mode d'emploi que je privilégie souvent et par mon expérience de plus de 10 ans en herboristerie, je sais, bien qu'on vende justement toutes les formes galéniques en herboristerie, la tisane c'est souvent une des formes qui à la fois coûte le moins cher, qui fonctionne très bien et qui est surtout la plus facilement assimilée par l'organisme. Et ça c'est important parce que l'eau en fait va être à la fois un solvant qui va permettre d'extraire les composants thérapeutiques des plantes, notamment les composants hydrosolubles, et puis c'est une forme de diffusion dans l'organisme qui sera une des meilleures, une des plus optimales. Donc les tisanes, il y a deux modes d'emploi pour les faire. Il y a l'infusion et il y a la décoction. Alors un petit tour d'horizon de comment est-ce qu'on fait tout ça. Alors l'infusion, c'est quelque chose d'assez classique que vous faites tous grâce à une bouilloire. Donc il suffit tout simplement de faire chauffer l'eau et ensuite, une fois que l'eau elle est bouillante, vous la mettez dans votre théière dans laquelle vous avez au préalable mis vos plantes, dans un petit filtre, on met l'eau bouillante et on laisse infuser 5 à 10 minutes selon le goût que l'on souhaite. Alors l'infusion en fait elle va se prêter aux plantes médicinales qui sont sous forme de fleurs. Je pense aux fleurs de camomille, aux fleurs de matricaire, aux fleurs de bleuet, aux fleurs de lavande, à la fleur d'oranger. Voilà, tout ça, ça va être des parties qui vont être très fines, très sensibles et qui vont libérer leurs propriétés thérapeutiques dès l'infusion. L'infusion, on peut également le faire avec les feuilles de thé et avec les feuilles qu'on dit
aromatique. Une plante aromatique, c'est une plante en fait qui renferme des huiles essentielles, des essences aromatiques, et ce sont des plantes qui sont assez bien connues du grand public. Je peux vous citer le thym, le romarin, les menthes, la mélisse, vous avez aussi qu'est-ce qu'on a en plante? La sauge, voilà, toutes ces plantes-là qu'on trouve assez facilement dans le commerce sous forme d'infusettes, ce sont des plantes à huile essentielle. Les huiles essentielles, en fait, eh bien, avec l'eau chaude, elles se libèrent très facilement et avec elles, eh bien, les principes actifs, les vertus thérapeutiques propres à cette plante. Donc une infusion, il faut toujours vraiment les faire à couvert, c'est-à-dire il faut absolument que vous ayez un couvercle sur votre théière ou quand vous mettez un sachet infusette dans une tasse, normalement il est bien de la couvrir pour que justement toutes ces molécules aromatiques eh bien, ne s'évaporent pas dans les airs mais plutôt restent dans votre tasse, c'est toujours mieux. Et puis après il y a la décoction. Alors la décoction c'est autre chose. Pour la faire vous êtes obligé d'avoir recours à une casserole. Pour ce faire, eh bien, tout simplement vous la remplissez d'eau froide. Ensuite vous venez mettre des plantes dans l'eau froide. Vous mettez votre casserole sur le feu et vous laissez monter à ébullition l'eau et les plantes ensemble. Une fois que ça va bouillir, eh bien vous allez laisser bouillir 2 minutes pour les feuilles, donc qui sont des parties assez fines, et donc toutes les feuilles qui ne sont pas aromatiques. Par exemple, la feuille d'olivier, il n'y a pas d'huile essentielle d'olivier, les feuilles de mûrier, les feuilles d'artichaut, les feuilles de framboisier, voilà, toutes ces feuilles-là. Alors qu'on fera plutôt bouillir 5 minutes, voire même 10 minutes, des parties qui vont être plus charnues, plus épaisses, comme des graines, des écorces ou des racines. Donc par exemple des racines d'arpagophytum, de l'aubier de tilleul, des racines de pissenlit, des graines de chardon-marie, des racines du rhizome de chien-dent. Et bien tout ça, on va le faire bouillir au minimum 5 minutes, ça dépendra de la taille de coupe. Si la coupe est petite, on fait plutôt que 5 minutes, et si la coupe elle est plutôt grossière, je pense par exemple à l'aubier de tilleul ou l'arpagophytum en général, ce sont des gros morceaux, et bien là on fera plutôt 10 minutes de décoction. Donc on fait bouillir pendant 10 minutes, et une fois que ça a fini de bouillir, on éteint le feu, on couvre, mon couvercle est ici, et on laisse infuser pendant 5 minutes, le temps qu'en fait tous les principes actifs s'homogénéisent bien. Et ensuite, eh bien, on a sa tisane. Alors, en général, moi je recommande de préparer toute la quantité pour votre journée en une seule fois. À savoir que la tisane, elle va être thérapeutique à partir de 2 tasses par jour, donc 2 tasses de 25 centilitres, c'est-à-dire 50 centilitres par jour, et on peut aller jusqu'à maximum 1 litre. Donc, un grand allié de la tisane, c'est le thermos. Donc une fois que vous avez fait votre décoction, ça peut être le cas aussi pour l'infusion, eh bien 2 choses sont assez indispensables comme petit outil, l'entonnoir et la passoire. Et donc comme ça on vient mettre son entonnoir, sa passoire et on vient transvaser sa quantité de tisane. À savoir qu'un petit thermos comme ça de 50 centilitres, ça se trimballe assez facilement dans un sac à main, dans une sacoche, une mallette, et quand vous devez boire 1 litre par jour, vous pouvez toujours boire un quart de litre le matin, boire le demi-litre dans la journée, et quand vous rentrez du travail, eh bien boire le quart de litre restant. Alors, on en vient maintenant. Donc j'espère que du coup c'est plus simple pour vous cette histoire d'infusion et de décoction. Donc souvent en herboristerie, eh bien c'est la décoction qu'on préconise, puisque dans les à peu près 400 plantes médicinales qu'on peut être amené à vendre, eh bien il y en a beaucoup qui ne sont pas aromatiques, et quand dans un mélange il y a des aromatiques et des non aromatiques, eh bien en général priorité est donnée aux non aromatiques, donc on fera plutôt souvent une décoction. Alors on en vient à mes 3 formules dont je voulais vous parler aujourd'hui pour cet atelier dédié aux troubles métaboliques. En premier lieu, je voudrais faire un petit focus sur une plante puisqu'elle va être commune aux 3 formules, donc celle pour le foie avec les troubles du métabolisme lipidique, donc l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, l'hypertension artérielle et le diabète. C'est l'olivier. Donc l'olivier, vous l'avez ici. L'olivier, c'est une oléacée qui pousse donc sur le pourtour du bassin méditerranéen. Tout le monde connaît l'olivier grâce à l'huile d'olive et aux olives que vous mangez probablement à l'apéritif.
L'olivier, en fait, c'est la plante de ce qu'on appelle maintenant, enfin ce qu'on a appelé et ce qu'on dit toujours, les maladies dites de civilisation. Donc les maladies de civilisation, eh bien, elles sont dues justement à notre façon de vivre qui n'est pas la plus en adéquation avec le maintien d'une santé qui soit la plus optimale. Aujourd'hui, force est de constater que notre qualité alimentaire n'est pas toujours idéale parce que pas toujours en bio, avec des pesticides, avec beaucoup d'additifs alimentaires à type de conservateurs, d'exhausteurs de goût, etc. Mais également en termes quantitatifs. Aujourd'hui, souvent, on mange trop. Et puis on a une sédentarité aussi, on ne bouge pas suffisamment et on a des niveaux de stress, de contrariété et des temps de sommeil qui se raccourcissent qui font que, mis bout à bout, il y a du surpoids, voire de l'obésité, ces 3 troubles métaboliques dont j'ai parlé, qui peuvent s'installer, qui peuvent même parfois se cumuler ensemble et souvent avec l'âge, malheureusement, beaucoup de Français vont souffrir de tous ces troubles-là simultanément. Et donc l'olivier, c'est une plante qui à la fois a des propriétés anti-hypertensives, bénéfique pour toute la sphère cardiovasculaire. C'est une plante qui va lutter aussi contre l'athérosclérose, donc cette rigidification de la paroi des artères, qui va baisser la production de cholestérol par le foie, qui va aussi aider sur la production des triglycérides et enfin qui va aider aussi à réguler la glycémie et soutenir le pancréas avec une action un peu hypoglycémiante. Donc cette plante, vous la retrouverez communément aux 3 formules. Je commence avec une formule pour le foie et dedans je vais mettre donc mon olivier et 2 autres plantes. Je vais mettre les graines de chardon-marie. Donc dans le chardon-marie, il existe 2 parties médicinales, la graine et la feuille. Toutes les 2 servent à la même chose, ce sont des plantes qui vont drainer le foie mais qui vont aussi le protéger, le réparer et ces plantes sont dites hépatoprotectrices et hépatorégénératrices puisque le foie, peut-être vous ne le saviez pas, mais si on coupe un bout, il a des capacités de régénération, il peut repousser. Le chardon-marie, en fait, il va faciliter ceci. Et le chardon-marie est aussi une plante qui est très connue dans l'alcoolisme puisqu'il aide à la détoxication par le foie de l'alcool, qui est un des grands poisons en fait pour le foie. Et donc la graine de chardon-marie, son intérêt par rapport à la feuille, c'est qu'elle est davantage riche en silimarine. La silimarine étant un des principes actifs, parmi les multiples principes actifs des plantes, et de cette plante-là en l'occurrence, mais c'est elle qui est un peu le principe actif majeur, et du coup il y en a davantage dans la graine, c'est pour ça que je préfère l'utiliser quand on est dans des usages thérapeutiques. Et je vais le coupler en fait avec le chrysanthellum americanum, donc une plante qui n'a pas été traduite en français, on dit tout son nom latin. Chrysanthellum, c'est un peu comme le chardon-marie et le desmodium, c'est le trio de plantes qui protègent et réparent le foie. C'est une plante aussi qui est connue dans le syndrome de Raynaud. Le syndrome de Raynaud, c'est quand on a les doigts, l'extrémité des doigts toute blanche ou toute bleue, quand on a donc des défauts d'irrigation et de transport de chaleur dans les extrémités, donc les pieds et les mains tout le temps froids, avec des troubles de la coloration qui sont associés. Le chrysanthellum est une plante très bien pour ça, qui va soutenir la circulation sanguine et le foie. Donc si vous faites un trio avec des feuilles d'olivier, des graines de chardon-marie et des sommités de chrysanthellum americanum, vous avez un trio qui est optimal à la fois pour l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, la NASH. NASH en anglais c'est pour non-alcoolic stéatohépatosis. Donc les stéatohépatites, en fait, c'est le foie gras, en fait, tout simplement. C'est quand on dit que vous avez le foie gras, c'est ça, c'est un dépôt de gras, en fait, tout sur le pourtour du foie et qui, du coup, forcément vient endommager son métabolisme normal. Et ces plantes-là, l'idée, ce sera donc consommer au moins 2 tasses par jour, alors toujours bien chaudes. Dans les tisanes, quand vous traitez les poumons, donc pour une bronchite, une pneumopathie, une BPCO, de l'asthme, ou quand vous traitez le foie, tous les troubles du foie, vous devez toujours boire vos tisanes chaudes parce que la chaleur est en soi thérapeutique. Alors que pour toutes les autres vertus que vous souhaitez, des tisanes pour les jambes lourdes, pour la mémoire, pour n'importe quoi d'autre,
que vous la buviez chaude, tiède ou froide, votre tisane ça n'a pas tellement d'importance. Mais là pour le foie vraiment ce sera important de boire chaud, d'où le recours au thermos afin que votre breuvage reste en température. Donc il faudra en boire au moins 25 centilitres le matin juste avant votre petit-déj et le midi ou le soir juste avant le déjeuner ou le dîner. Les plantes du foie on les boit toujours avant la prise alimentaire. Donc là c'est assez simple, en général vous faites un mélange à parts égales, donc vous verrez que les densités ne sont pas exactement les mêmes. Un paquet de 100 g de graines de chardon-marie c'est assez petit, alors que 100 g d'olivier c'est assez volumineux puisque c'est plus léger, la densité n'est pas la même, et 100 g de chrysanthellum ce sera un intermédiaire entre les deux. Mais en fait peu importe, on vient prendre du coup 50 g d'olivier, 100 g de graines de chardon-marie et 100 g de chrysanthellum americanum, on mélange le tout dans un saladier et ensuite on vient prélever 2 cuillères à soupe de ce mélange qu'on vient mettre dans 50 centilitres d'eau froide dans une casserole. Vous amenez le tout à ébullition et vous ferez bouillir ça 5 minutes puisque on a les graines de chardon-marie qui sont relativement épaisses, donc plutôt 5 minutes et ensuite une infusion 5 à 10 minutes. On filtre et on boit ces 25 centilitres le midi et le soir avant les repas par exemple. Vous faites une cure de 3 semaines. En phytothérapie, on a toujours cette histoire de cure avec des fenêtres thérapeutiques. Donc on fait 3 semaines d'affilée, une semaine de pause et on renouvelle ça en général sur 3 mois. Tous les troubles métaboliques, on fait toujours des fourchettes de 3 mois. Ensuite, on fait un bilan sanguin et on objective en fonction de ce que votre bilan sanguin raconte quant à votre teneur en cholestérol total, HDL, LDL. Regardez le rapport, regardez aussi la triglycéridémie, comment elle est. Et voilà, donc ça c'était pour ce premier petit atelier lié à tous les troubles plutôt hépatiques. Ensuite on va passer à l'hypertension artérielle. Donc l'hypertension c'est une pathologie qui peut être liée à un vrai trouble cardiaque en tant que tel, mais aussi parfois qui est impactée négativement par le stress, par la contrariété, par une alimentation qui va être trop riche en sel, par un défaut aussi d'hydratation qui va être majoré par le surpoids. Donc c'est important de le prendre en charge le plus tôt possible parce qu'en fait une fois qu'on vous médique, surtout si on vous médique avec des médicaments de la classe des bêta-bloquants, c'est très difficile de retirer des bêta-bloquants une fois qu'on les a initiés. Puisque souvent quand on les enlève, après on peut avoir des effets rebonds qui rendent encore plus difficile d'équilibrer des hypertensions. Donc c'est important de savoir si c'est des hypertensions qu'on a juste, qu'on dit émotionnelles en fait, donc juste sous le coup des émotions, ou alors si c'est une hypertension qu'on a même au repos, et celles-là elles sont dangereuses. Donc je rappelle qu'un stade d'hypertension commence à partir de 14,9 de tension, 14 étant les centimètres de mercure en systolique, donc quand le cœur se contracte, et le chiffre 9 c'est la diastolique, donc c'est quand le cœur se relâche. Donc pareil, on parle en centimètres de mercure, donc plus que 14,9, si vous avez une tension à 15,10, vous êtes hypertendu. Donc évidemment, même si je vous dis tout ça, vous devez absolument consulter toujours votre médecin traitant et a fortiori un cardiologue afin d'objectiver la gravité, la sévérité de votre trouble cardiaque. Quand vraiment il n'est pas forcément grave, que c'est lié à des problématiques assez aiguës là, de stress et de contrariété, essayez en première intention ce trio de plantes, donc avec mon olivier, et j'y mets 2 autres plantes, l'aubépine. Alors l'aubépine ici, j'ai mélangé les fleurs de l'aubépine qui sont vraiment cardiaques en tant que telles, qui ont un effet naturel de bêta-bloquant, donc qui va venir ralentir le rythme cardiaque, et il y a aussi les sommités de l'aubépine. Les sommités ce sont les feuilles, en fait les parties hautes de la plante. Les feuilles elles travaillent plutôt la nervosité, le stress, l'angoisse, l'anxiété. Or justement dans les hypertensions émotionnelles, il y a tout intérêt à venir donner aux patients des plantes qui vont le calmer en fait pour temporiser la genèse de ces hypertensions émotionnelles. Et puis après, une autre plante que j'affectionne beaucoup, c'est l'ail des ours. Alors vous savez probablement que l'ail alimentaire, l'ail blanc, est fortement recommandé en cas de maladie cardiovasculaire. Mais en plante médicinale, c'est l'ail des ours qui est un ail sauvage. Alors ça sent
divinement bon. Il y a d'ailleurs des tartares d'ail des ours qu'on peut manger et il y a des beurres à l'ail des ours qui sont absolument fabuleux. Donc ça embaume véritablement même comme ça à l'état sec. Et l'ail des ours, eh bien, c'est un grand protecteur cardiovasculaire, donc il va aussi lui avoir une action anti-hypertensive et également protectrice de toute la paroi des vaisseaux sanguins et aider contre d'éventuels dépôts de graisse et maintenir une certaine souplesse artérielle. Donc là pareil, on vient faire un mélange plus ou moins à part égale. On viendrait utiliser 100 g de fleurs d'aubépine, 100 g de sommité, enfin plutôt 50 g de sommité d'aubépine, donc les feuilles de l'aubépine, 50 g d'ail des ours et 50 g d'olivier. On mélange tout ça dans un saladier et pareil, on vient prendre 2 cuillères à soupe de ce mélange dans 1 ml d'eau froide. On ferait une décoction que pendant 2 minutes, ça suffirait avec ces plantes-là, et ensuite une infusion de 10 minutes. Pour l'hypertension, en général, 2 tasses peuvent suffire, à raison d'une tasse dans la matinée et une tasse dans l'après-midi. Là aussi, des cures de 3 semaines par mois, pendant 3 mois. Donc là, je vous invite vraiment à vous munir d'un tensiomètre, ça ne coûte pas grand-chose, parfois même vous pouvez vous le faire prescrire, afin de prendre 2 à 3 mesures dans la journée, toujours aux mêmes heures. Vous tenez un petit carnet et vous regardez comment ce mélange vous réussit. C'est évidemment à coupler avec une refonte de votre hygiène alimentaire. Quant au sel, donc toujours faire attention au pain, à la charcuterie, principalement le fromage aussi. Se bouger, l'activité physique est absolument importante. Je rappelle que le cœur est un muscle, donc vous devez bien bouger pour le muscler. Et voilà, ici, malheureusement, avec ces 3 plantes-là, ça ne suffit pas. Alors soit on pourrait ajouter d'autres plantes, on a l'agripaume aussi qui est très intéressante, on a l'hibiscus, on en a d'autres, donc on peut toujours venir compléter la synergie. On peut aussi avoir recours à l'ail noir, qui est un ail fermenté, qui va avoir des propriétés cardiovasculaires hyper intéressantes et qu'on trouve en forme de complément alimentaire en gélule, qui peut venir compléter cette tisane si elle s'avérait pas assez forte. Et puis pour finir, je voudrais qu'on aborde le diabète. Alors le diabète, mais aussi le prédiabète, ou ce qu'on appelle l'intolérance au glucose. Alors, le diabète, en fait, c'est quand on a une glycémie. Donc glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang qui va être trop haut. Donc sur vos bilans sanguins, c'est lorsque c'est supérieur à 1,26 g. Et du coup, votre pancréas qui sécrète une hormone qui s'appelle l'insuline, c'est une hormone chargée de faire entrer le sucre dans les cellules. Et parfois, à force d'avoir mangé des aliments trop sucrés, on fatigue le pancréas qui soit ne produit plus assez d'insuline, soit il en produit suffisamment, mais il y a une intolérance, une résistance plutôt à l'insuline des cellules. Et donc en fait, quand l'insuline, grossièrement, elle vient faire toc toc à la porte de la cellule pour lui dire ouvre ta porte pour laisser rentrer le sucre, la cellule, elle laisse sa porte fermée, elle lui dit non, je te laisse pas rentrer. Et donc du coup l'insuline, elle est là, mais elle n'arrive pas à faire correctement son travail, et donc comme elle n'arrive pas à faire rentrer le sucre dans le sang, il reste dans le sang. Et le sucre dans le sang, c'est pas génial, puisque quand on en a trop, il peut faire des réactions entre guillemets de caramélisation, c'est ce qu'on appelle la glycation. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur vos bilans sanguins, un des marqueurs de l'équilibre du diabète, c'est l'hémoglobine glyquée, donc liée à cette glycation. L'hémoglobine, c'est une protéine sanguine, c'est celle qui transporte les globules rouges et donc le fer aussi dans le sang. L'hémoglobine, quand elle se glyque, quand elle se caramélise, c'est un signe, en fonction du pourcentage qu'on a, donc si on dépasse 7%, c'est un signe de diabète. Et plus on augmente, il y a des diabétiques qui ont des hémoglobines glyquées à 12%, ça c'est dommageable pour beaucoup de tissus, notamment au niveau des yeux. On peut faire des rétinopathies diabétiques, au niveau des reins, on peut faire des néphropathies diabétiques, ça peut aboutir à la cécité pour les yeux, à la mise sous dialyse à cause des reins, et aussi on peut faire des neuropathies diabétiques, donc avec des troubles de la sensibilité au niveau des membres inférieurs, et parfois cela peut malheureusement aussi conduire à des amputations des doigts de pied. Donc vous voyez que le diabète c'est une maladie qui est relativement insidieuse, on ne le sent pas, mais ça peut avoir des conséquences à moyen et à long terme qui peuvent être très dommageables et atteindre vraiment votre qualité de vie de façon très prégnante.
Donc le diabète, outre les classiques mesures hygiéno-diététiques de virer le plus possible vos apports en sucre dans votre alimentation, soigner la qualité de vos graisses, avoir une activité physique, etc. Eh bien, vous avez 5 plantes qui peuvent être très intéressantes, qui sont donc à nouveau mon olivier. Et puis, je l'associe avec les feuilles de myrtille. Alors, feuilles de myrtille et les feuilles de mûrier noir. Donc, mûre et myrtille, eh bien, vous connaissez ces petites baies délicieuses. Eh bien, elles donnent des feuilles qui sont thérapeutiques puisqu'elles ont des propriétés hypoglycémiantes. Et ce sont des plantes en plus qui baissent notre appétence au sucre. Donc en général, quand on consomme ce type de tisane, eh bien, on a moins envie de beignets, de chocolat, de sucreries, de gâteaux, de biscuits. On a aussi une autre plante très intéressante, alors là qui est un petit peu moins locale, c'est la Gymnema sylvestris. Gymnema, c'est une plante qui nous vient de la tradition ayurvédique, de la médecine traditionnelle indienne, et qui est dite régénératrice du pancréas. Alors contrairement au foie, le pancréas n'a pas de capacité de régénération et pourtant eh bien, les Indiens lui disent cela du gymnéma et effectivement dans le diabète eh bien, on sait qu'on arrive beaucoup plus à équilibrer le diabète grâce à cette plante là. C'est aussi une plante où si on la met directement sur la langue comme ça, alors en général on ne fait pas avec les feuilles, on fait plutôt avec la poudre, donc on prend des gélules de gymnéma, on dévisse et on vient mettre la poudre directement sur la langue, et bien ça sature les récepteurs au sucre et ça rend fade toute chose sucrée que vous porteriez en bouche juste après. Donc si vous avez mangé un petit carré de chocolat et que vous ne voulez pas vous faire la tablette, après votre premier carré de chocolat, vous prenez un petit peu de poudre de gymnéma sur la langue et vous verrez que eh bien, les carrés de chocolat suivants perdront de leur saveur et du coup eh bien, ce sera plus facile pour vous de vous arrêter à ce premier carré de chocolat. Et enfin, pour une touche un peu sympathique, si je vous montre ce petit bâton, je vous mets directement sur la voie, il s'agit de la cannelle. La cannelle de Ceylan, donc Cinnamomum verum, donc c'est une épice qui sent divinement bon, qui a ce petit côté un peu sucré je dirais, alors que ce n'en est pas. Et bien la cannelle a elle aussi des propriétés hypoglycémiantes, des propriétés en plus toniques, antibactériennes, antivirales, antifongiques, enfin la cannelle c'est un vrai trésor de santé. Et dans le cas du diabète, de l'intolérance au glucose, du prédiabète, eh bien, elle est fortement intéressante. On la trouve également sous forme de gélules en complément alimentaire, ainsi que toutes ces plantes d'ailleurs. Mais là, vous pourriez vous faire un petit mélange avec 50 g de chacune de ces plantes-là. Un petit peu moins pour la cannelle parce qu'elle est très aromatique, donc 30 g suffirait. Donc 50, 50, 50, 50, donc 200 g et 30 g de cannelle. Pareil, on mélange tout. Et on vient prélever là aussi 2 cuillères à soupe de ce mélange dans 1 demi-litre d'eau froide à faire bouillir pendant 2 minutes seulement, ça suffira. Donc bouillir à couvert puisqu'on a la cannelle, donc il ne faut pas que les propriétés, toutes les essences aromatiques de la cannelle ne s'en aillent. Donc dès qu'il y a une plante aromatique, pour faire votre décoction, toujours avec le couvercle, c'est absolument indispensable. Et ensuite on fait son infusion et on boit là aussi avant le repas. Donc une tasse le midi, une tasse le soir, avant le repas. Si vous buvez vos tasses après le repas, c'est pas forcément grave, ça fonctionnera quand même, mais on conseille toujours de le faire plutôt avant. Et là aussi, des cures à faire 5 jours, ou plutôt 5 jours sur 7 que 3 semaines par mois pour le diabète, parce qu'il y a vraiment besoin d'une régularité, sachant que 5 jours sur 7 ou 3 semaines par mois, ça revient au même en fait en termes de fenêtre thérapeutique, en termes de nombre de jours où on ne prend pas les plantes. Et là aussi à faire pendant 3 mois. Je vous recommande aussi d'avoir recours à un petit outil en micronutrition qui est le chrome. Le chrome, c'est un cofacteur de l'insuline. Il aide l'insuline à mieux fonctionner et il diminue la résistance à l'insuline des tissus. Beaucoup de gens sont carencés en chrome, surtout dans cette problématique d'intolérance, de résistance à l'insuline. Donc ça peut être un outil supplémentaire pour équilibrer davantage votre glycémie, en plus là aussi d'une refonte de votre hygiène de vie. Voilà donc pour ce premier atelier qui traitait donc de l'hypertension, des troubles lipidiques et du prédiabète. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu initié au potentiel thérapeutique que peut avoir la phytothérapie. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous au naturel et à une prochaine.